Hey, 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 salut tout le monde! C'est moi, Philippe, le gars qui parle seul dans son bureau. Comment allez-vous? Moi, ça va. Un peu comme vous, je nage en plein mois de novembre, un moment très festif de l'année. Et quand c'est festif, on le sait, c'est Philippe. Personne n'a jamais dit ça. Comme je vous l'avais promis la dernière fois, aujourd'hui, je vous propose la deuxième partie de ma réflexion sur la prison pour enfants québécoise. Dans la première partie, on a fait l'exercice intellectuel de décortiquer le sujet avec Jade Bourdage, chercheuse et professeure à l'UQAM. Hey, allô! Avec Philippe du Refuge des jeunes de Montréal. Bonjour. Avec Bébé Frankenstein, TS à la DPJ. Salut! Puis, c'est bien, on a appris plein d'affaires, comme par exemple, oui, on met des enfants en prison au Québec. Non, c'est pas une bonne idée. Et oui, le résultat est catastrophique. Par contre, je pense que si on veut que les choses changent, il faut pas juste interpeller le cerveau des gens. C'est pas là que ça se passe, le changement. En tout cas, pas pour moi. Dans ma vie, il n'y a pas beaucoup d'idées qui m'ont fait changer d'émotion, mais il y a beaucoup d'émotions qui m'ont fait changer d'idée. Et la meilleure façon de se partager des émotions, c'est en se racontant des histoires. La dernière fois, je vous ai promis de donner la parole aux jeunes et j'ai bien l'intention de tenir ma promesse. Par contre, vous n'entendrez pas de témoignages de jeunes en prison aujourd'hui parce que, premièrement, j'en connais pas et j'ai pas accès à eux. Tu peux pas juste appeler à la prison pour enfants et demander « Allô, est-ce que je peux parler à un jeune détenu, s'il vous plaît? » Ça marche pas comme ça. Puis après ça, même si j'avais accès, ça pose un dilemme moral particulier. Est-ce qu'un enfant, un jeune, peut donner un consentement éclairé quand vient le temps de partager une expérience aussi difficile et personnelle que celle-là? Est-ce qu'il pourrait le regretter plus tard? Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'instrumentaliser le discours de quelqu'un qui n'a peut-être pas la maturité et le recul de comprendre ce qu'il est en train de vivre? C'est un drôle de dilemme qui sert assez bien la DPJ. En préservant leur anonymat, leur droit à la vie privée et leur dignité, on empêche aussi ces jeunes-là de raconter leurs histoires. Mais heureusement pour nous, tout le monde est enfant un jour, mais personne n'est enfant pour toujours. Alors aujourd'hui, laissez-moi vous raconter une histoire. Il était une fois. Mon nom est Philippe Signa et vous écoutez un ex-placé de la DPJ. Bloc 1. Les carnets du sous-sol. Le 29 juillet 1999, une semaine jour pour jour après ma fête de 17 ans, je suis dans le sous-sol chez mon ami David. David Dagenet. C'est votre vrai nom? Parfait. Le nom qui m'a été assigné à la naissance. Vous vous demandez probablement comment j'en suis arrivé là. J'ai grandi à Boucherville dans une famille normale, de classe moyenne normale, bungalow, 2 enfants, Toyota Corolla, parents encore ensemble, plein d'amis avec des piscines puis des sous-sols, les hauts et les bas de la vie de banlieue, mais rien de vraiment spécial jusqu'à l'âge de 15 ans. À 15 ans, j'ai découvert la drogue et le rock'n'roll. Oupsi doupsi! À 16 ans, on me diagnostique une dépression majeure et on me met sur la sertraline, un antidépresseur mieux connu sous le nom de Zoloft. Un an plus tard, à l'été 1999, j'ai 17 ans, je viens de terminer mon secondaire 5 et je suis pas mal rebelle. T'étais un intello avec une arrogance, mais je pense qui est propre à l'adolescence. T'avais très confiance en toi. T'étais quelqu'un de curieux. Moi, j'appréciais ta compagnie parce qu'on avait toujours des bonnes discussions. On le fait aussi maintenant, mais différemment, avec peut-être un cadre un peu plus restreint, discuter, philosopher. Mais quand on était jeune, t'as l'impression que t'es capable de critiquer le monde, puis de refaire le monde, puis on passait des nuits à faire ça, puis... Des fois accompagné d'alcool. Et de drogue. Et de drogue, des fois. Donc, le 29 juillet 1999, je suis dans le sous-sol chez mon ami David. Son nom, c'est David, mais on l'appelle Dave. On est super créatifs comme ça.
Et cet après-midi-là, on joue à Mario Golf 64. C'est fort probable, on a beaucoup joué à Mario Golf. Oui. J'étais vraiment trop bon à Mario Golf. Ça, c'est un jeu de l'univers Mario Bros. Et dans celui-là, Mario, il joue au golf. Hein? Mario Golf, ça le dit. Moi, je joue avec le personnage de Donkey Kong. OK. Pour ceux qui sont pas très rétro gaming, Donkey Kong, c'est le gros singe qui s'est fait connaître en lançant des barils à Mario. Et maintenant, tu vois, les deux jouent au golf ensemble. Donc, c'est un beau message d'espoir quand même. Qu'est-ce que tu penses de Donkey Kong en particulier comme joueur de Mario Golf? Trouves-tu que c'est un choix audacieux? Ouais, ben je trouve que, tu sais, il est dans la même catégorie que Bowser, là. Mais de l'autre bord, il, ouais. il est lefty, Il est hein, gaucher, c'est ça, il ouais. est gaucher. C'est Ouais. comme le Bowser gaucher. Ouais. Tu sais, c'est un mauvais deal. Je trouve que Trop audacieux. T'es mieux d'aller un petit peu moins loin, mais tu sais, d'avoir plus de précision. C'est tellement un beau conseil pour les jeunes. Puis, juste en terminant... Dans mon souvenir, j'étais en train d'essayer de terminer les ring shots. Te rappelles-tu des ring shots? Ben certain. Parce que c'est dans le jeu, les ring shots, dans le fond, c'était de refaire les terrains, mais ils mettaient des anneaux dorés un peu partout. Puis il fallait donc que tu passes dans les anneaux tout en faisant le par maximum, mettons, birdie accepté. C'est sérieux, Mario Golf, OK? J'étais rendu au dernier trou du dernier parcours, Mario's Star. Le trou, c'est un par 3 qui s'appelle Princess Peach's Ring, la bague de la princesse Peach. Parce que l'anneau doré, il est sur son doigt, OK? Puis son doigt, lui, il est fait en trappe de sable. Ça va pas bien, là. Mais je suis quand même bon à Mario Golf. D'après moi, j'allais l'avoir dans pas long. 18 mètres devant, de côté. Tout le temps, de la pluie, tout. Ah. Il faisait exprès. Il faisait exprès. Calice. Donc, on est en plein après-midi. Not a care in the Boucherville world. Et là, ça sonne à la porte. Mais moi, je m'en fous, là. Je suis pas chez nous. Donc, c'est pas du tout ma responsabilité de répondre à la porte. Puis en plus, je suis dans le sous-sol, super occupé à jouer à Mario Golf 64. Laissez-moi tranquille. 3-4 swings de Donkey Kong plus tard, quelqu'un descend en bas pour me dire que c'est pour moi à la porte. Et c'est la police. T'en rappelles-tu un peu de ça? Vaguement, mais c'est parce Ça que... fait longtemps. Mais Puis c'était surtout que c'était, d'une certaine manière, tellement banal. C'était tu sais. super anodin, mais pas anodin dans le sens que la police venait souvent nous chercher. Non. Tu sais, c'était anodin dans le sens où c'était notre quotidien. Tu sais, il y a un ami à la maison pendant une couple de jours, c'est l'été. On est Oui, des c'était pas foireux, rare, on c'est ça, fout c'était rien. On a des job-in des fois qui nous occupent une couple d'heures à gauche à droite par semaine, mais on avait en masse le temps de jouer à Mario Golf. Puis bon, si la police vient chercher Philippe, je me rappelle c'était comme un événement, mais tu sais c'était comme bon, tu sais, il va, régler son shit puis il va revenir. Là, Honnêtement, tu sais. je comprends pas trop pourquoi la police est là. J'ai rien fait, là. Ben, je veux dire, j'ai de la drogue sur moi, puis OK, j'ai peut-être volé quelque chose cette semaine, commis quelques délits ici et là, mais c'est pas comme si je m'étais fait pogner, là. Fait que j'attends de voir c'est quoi le problème, et comme je suis un enfant de bourgeois de Boucherville, personne ressent le besoin de me pepper spray et de me plaquer au sol avec un genou dans le dos. Par contre, le policier me dit « Écoute, tes parents nous ont appelés pour dire que t'es en fugue. » Bon, premièrement, je suis pas en fugue, là. Je suis chez Dave, OK? C'est vrai que ça fait 3 jours que je suis là, mais je suis pas en fugue. Si j'étais en fugue, je le saurais, là. Je serais pas chez Dave, je serais à Miami en train de filmer un clip avec Damien Stone. J'ai mis Désiré à mon show. Fait que le policier me dit, écoute, t'es pas obligé de venir avec nous, t'es pas en état d'arrestation ou rien, mais comme t'es un mineur, si tu refuses d'obtempérer et de te rapporter à tes parents, on va revenir avec un mandat, puis là t'auras pas le choix, blablabla, la police, 10-4, taser gun. Fait que je dis, OK, je vais venir avec vous. Je dis bye à Dave et je rentre dans le char de police. À ce moment-là, j'en ai aucune idée, mais ça va prendre plusieurs années avant que je rejoue à Mario Golf. Game over. Arrivé au poste de police, on m'enlève mes lunettes, ma ceinture, mes souliers avant de me placer dans une cellule. Quand même spécial pour quelqu'un qui n'est pas en état d'arrestation, mais whatever. À ce moment-là, mon impression, c'est que mes parents vont venir me chercher dans pas long, on va se chicaner dans la Corolla, puis je vais être revenu chez Dave avant le souper. Oh, how wrong can you be when you're a child in police custody? Le temps s'étire, 1 heure passe, puis un autre. Personne vient me chercher. C'est long, là.
À un moment donné, il y a un agent qui vient me voir, il m'amène dans une salle d'interrogatoire du poste de police de Boucherville où 2 personnes m'attendent. Ou plutôt, devrais-je dire, 2 silhouettes de personnes. Parce que j'ai toujours pas mes lunettes. Mais je vois quand même que c'est pas mes parents. Hein? Ça, c'est un talent qu'on a, les myopes. On est tous capables de reconnaître nos parents flous. Là, moi, je commence à être un peu tanné. Là. Personne me dit rien, je comprends pas ce qui se passe, puis j'ai toujours pas mes calices de lunettes. Face à moi, dans la salle d'interrogatoire, j'ai 2 inconnus que je pourrais jamais identifier dans un line-up de police. Appelons-les Wario et Waluigi. Oh yeah! Ils me posent plein de questions comme comment ça va à la maison, comment ça va à l'école, et dirais-tu que la dernière année a été difficile, très difficile, ou toutes ces réponses? Mais moi, je m'en crisse, là. J'ai aucune idée c'est quoi leur problème eux autres, et je veux juste m'en aller. Fait que je réponds n'importe quoi, et là... Je sais que ça va en surprendre quelques-uns, mais j'étais un peu arrogant à l'adolescence. Je le sais, c'est surprenant, j'ai changé. Après une éternité de questions plates et de réponses fendantes, Wario et Waluigi en ont assez entendu et me retournent à ma cellule en me disant toujours rien. Fait qu'éventuellement, je finis par m'étendre sur la planche de bois qui m'est gracieusement offerte par la ville de Boucherville, mes taxes, et je finis par m'endormir dans un mélange de fatigue, de frustration et d'ennui. En plein milieu de la nuit, on me réveille subitement. « Lève-toi, on s'en va. » Yes, enfin, on s'en va, je m'en vais. On s'en va où? Chez nous? Toujours pas de réponse. Toujours pas de lunettes. Il y a 3 personnes qui viennent me chercher. Pas les mêmes que tantôt, 3 nouveaux inconnus flous. Appelons-les les frères Marteau. Le premier, frère Marteau, me tient par le bras comme pour aider une petite vieille à traverser la rue. Le deuxième, frère Marteau, me tient par une ganse à la taille de mes jeans. Et le dernier, il tient les marteaux des 2 autres. Sans dire un mot, sans répondre à aucune de mes questions, il m'amène dans le parking, me rentre dans une vanne et m'amène je sais pas où parce que je vois rien puis personne me parle. Ça, là, je vais vous le dire, là, c'était pas agréable. Ça m'a beaucoup marqué. Savez-vous à quoi ça me fait penser, en fait? À un kidnapping. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est exactement ça que c'est. En fait, ça a même un nom spécifique, ce qui m'est arrivé. Ça s'appelle du gooning. Steven Spielberg présente les Goonies. Non, pas les Goonies, le gooning. Qu'est-ce que c'est du gooning? Le gooning, c'est une forme de kidnapping légal qui existe principalement aux États-Unis quand des parents engagent des Youth Transport Firms, qu'on pourrait traduire par services de transport jeunesse, pour saisir leurs enfants et les transporter dans des bootcamps, des pensionnats, des écoles de réforme Alouette. Les enfants qui résistent sont menottés avec des tie wraps, on leur bande les yeux et on leur met des capuchons sur la tête. Tout ça dans la plus grande légalité. Les enfants qui subissent un épisode de gooning vivent ensuite très souvent avec un choc post-traumatique, des problèmes d'insomnie et des rêves récurrents, ce qui n'est pas très surprenant considérant qu'ils viennent de se faire kidnapper. Nous, au Québec, on n'a pas de compagnie privée qui fait ça. Ben non. Nous, c'est public. Hein? Un autre fleuron québécois. Il n'y a pas juste Hydro, là. Tellement fier. Tellement fier. Je me rappelle d'être assis entre les 2 gars qui me tiennent sur la banquette arrière de la vanne. Je me rappelle de visualiser le chemin dans ma tête pour essayer de comprendre on est rendu où. Je me rappelle du moment où la vanne accélère parce qu'on embarque sur l'autoroute. Je me souviens de toutes les petites lumières floues qui défilent par la fenêtre. Je me souviens du silence. En même temps, ça aurait été encore plus weird qu'ils mettent la radio, quoique je sais pas si c'était la première fois de ma vie qu'on me kidnappait. J'avais pas de point de référence sur le modus operandi classique d'un kidnapping. Avez-vous déjà été kidnappé, vous autres? Si oui, je suis désolé. C'est vraiment une drôle d'expérience. Je souhaite pas ça à personne. Bon, OK, peut-être 2-3 personnes, mais pas plus. 4 maximum. Après 45 minutes de route, on finit par arriver à destination. On descend de la vanne, on traverse un parking et on entre dans un autre établissement public non identifié, mais je le sais que c'est public juste à cause de l'odeur. L'hôpital, le poste de police, l'école, tous ces endroits-là, ça sent la même affaire. La douce eau de toilette de gouvernement. Juste spécifier ici que j'utilise le mot gouvernement de façon post-ironique. C'est du 3e degré, donc faites vos recherches. À ce moment-là, je ne le sais pas encore, mais je viens d'arriver au centre jeunesse de Chambly. Je vais l'apprendre très bientôt de la bouche d'un gardien de nuit à qui on vient de transférer ma garde. C'est aussi lui qui me redonne mes lunettes, mon héros. Il m'annonce que c'est la DPJ qui vient de m'amener ici en plein milieu de la nuit et qu'il me reste juste quelques heures pour dormir parce que demain matin, je passe en cours.
Après la pause, mon procès. J'ai toujours rêvé de dire ça. Même la musique de True Crime, Juju, là, ah ouais! Hey, as-tu entendu parler de Total Idiot? Total Idiot, le médicament? Est-ce que je devrais en prendre? Oui, chez moi, Total Idiot a complètement empêché d'attendre pendant l'enflure. Ça va tellement mieux maintenant. Wow, je vais demander à mon médecin si Total Idiot est pour moi. Demandez à votre médecin si Total Idiot est pour vous. Total Idiot peut causer des saignements, la cécité, de graves hémorroïdes. Consultez votre médecin pour savoir si Total Idiot est pour vous. Total Idiot, si vous avez le... On peut vous... l'enflure. Bloc 2, crime et châtiment. Mon procès, ben oui, toi. Hein, parce que c'est ça, hein, la justice au Québec. On est dans un état de droit. Et tout le monde a droit à une deuxième chance, c'est-à-dire un procès après ton kidnapping. Donc, le lendemain matin, très tôt, après 0 heure de sommeil et un bol de céréales dans la cafétéria du Centre jeunesse de Chambly, on vient me chercher et on m'amène, en compagnie de plusieurs autres garçons, à la cour municipale de Longueuil. On nous entasse dans une petite pièce au 2e étage, tapis gris, chaise cheap et rien d'autre. Là. Une salle d'attente, mais pas de petite table, fait que pas de revue non plus. Anyway, je t'avoue que j'avais pas full envie de lire un Châtelaine vieux de 5 ans, fait que j'attends mon tour en regardant dans le vide. 15 minutes avant le début de mon procès, à ma grande surprise, j'ai de la visite et bonne nouvelle, c'est mon avocat. Wow! Je savais même pas que j'avais un avocat, mais, grâce à l'aide juridique, j'en ai un et je me rappelle même de son nom, Harold Gagné. Maître Harold Gagné. Je sais pas s'il est encore parmi nous. Harold, je te salue. Pauvre homme. Cet homme était plus dépeigné que moi. Okay? Moi, je venais de passer une très mauvaise nuit. Lui, il avait jamais bien dormi. Hein? Un homme sucé par l'État, une amande au chocolat avec pu de chocolat dessus. Je pense que c'est moi qui aurais dû le représenter dans le fond. Votre honneur, laissez cet homme faire une sieste. Objection! Harold avait à peu près 2000 dossiers dans son porte-documents, puis quand il a fini par trouver le mien, il restait 5 minutes avant mon procès. Donc je te dirais qu'on n'est pas rentré là avec une grande stratégie juridique. Moi puis Harold, c'était plus impro notre affaire, OK? Pénalité numéro 8 pour non-respect du thème. Le procès en tant que tel a duré à peu près aussi longtemps que notre préparation, c'est-à-dire le temps d'un verre d'eau. Je vous résume les arguments des deux côtés. Dans le coin rouge, on a la DPJ qui affirme que je suis hors de contrôle, même s'ils m'ont juste rencontré 30 minutes sans lunettes pendant mon kidnapping. Et dans le coin bleu, on a Harold Gagné qui semble avoir beaucoup de difficultés à faire semblant qu'il sait quoi que ce soit à propos de moi ou de mon dossier. On aurait dit que sa job, dans le fond, c'était pas vraiment de me défendre, mais plutôt d'être un avocat présent pour que mes droits constitutionnels soient respectés. Après avoir entendu les arguments de tout le monde sauf moi, la juge, une femme qui a pensé à moi un total de 3 minutes dans sa vie, a prononcé son verdict. 1 mois d'évaluation dans une unité fermée au Centre jeunesse de Saint-Hyacinthe. 1 mois plus tard, je suis de retour dans la même salle devant la même juge pour une deuxième audience devant la Cour de la jeunesse, mais cette fois-ci, j'écope de 11 mois supplémentaires jusqu'à mes 18 ans. C'est aussi la deuxième et dernière défaite du tag team Harold et Philippe. On a terminé notre courte carrière avec une fiche de 0-2 et aucun fan. C'est là que je réalise pour la première fois que je vais passer toute une année enfermé entre les murs beige-gris en tabarnak du centre jeunesse de Saint-Hyacinthe. Bloc 3, souvenir de la maison des morts. Hey, c'est déprimant cette émission-là. Avant d'aller plus loin, j'aimerais ça prendre un instant pour dire que, malgré le fait que j'en ris un peu, tout ça a été pas mal traumatisant pour moi. En l'espace de 24 heures, tout a chaviré d'une façon que j'aurais jamais cru possible. Hier, je jouais à Mario Golf chez mon ami Dave. Aujourd'hui, je suis assis dans une cellule. C'est weird. Et j'ai toujours eu beaucoup de difficultés à expliquer qu'est-ce que ça fait de perdre sa liberté.
Mais la première fois que j'ai entendu Jade parler de carcéralité, ça m'a comme frappé. C'est ça. C'est exactement ça que j'ai vécu. Ça a été comme une révélation pour moi. Et quand je parle de carcéralité, il ne suffit pas d'avoir des barbelés autour d'un édifice ou des portes barrées pour que quelqu'un vive une expérience de carcéralité. Lorsqu'on entre dans un centre jeunesse, c'est un état d'exception. Et un état d'exception, c'est un état dans lequel, un espace, toutes les règles normales de nos sociétés ont été suspendues. C'est ça l'état d'exception. Dans le premier épisode sur la prison pour enfants, on a exploré un peu c'est quoi la carcéralité. Aujourd'hui, je vais essayer de vous traduire cet état d'exception avec des exemples concrets. Commençons avec ma cellule. Bon, évidemment, eux autres, ils appellent pas ça une cellule, hein? Ils appellent ça une chambre. Mais je suis pas d'accord. Une chambre, tu peux en sortir quand tu veux, puis en général, c'est un endroit où tu as une certaine intimité, une certaine sécurité, où tu peux être toi-même. Ma cellule fait à peu près 8 pieds par 15 pieds. Les murs sont tous blancs. Il y a des barreaux sur ma fenêtre. Entre les barreaux, je peux admirer la magnifique clôture barbelée de 15 pieds de haut qui enclave le terrain du centre. Une des premières choses que j'ai remarquées en entrant dans ma cellule, c'est un petit tiroir qui se barre à clé à côté de la porte. C'est pas pour mettre ton journal intime, là. Ce tiroir-là existe uniquement pour embarrer tes souliers. Chaque fois que tu dois retourner à ta chambre, il faut que tu enlèves tes souliers, puis il y a un éducateur ou un gardien qui les embarre dans le tiroir. Puis quand tu sors de ta chambre, il faut qu'un éducateur ou un gardien débarre le tiroir pour que tu puisses remettre tes souliers. Quand on m'a expliqué l'utilité de ce tiroir-là, je comprenais rien. Je me disais, Chris, c'est des fétichistes de souliers, ce monde-là, c'est quoi le rapport? Fait que j'ai demandé pourquoi il fallait embarrer mes vieux running shoes à un des éducateurs. Il m'a regardé dans les yeux et il m'a répondu le plus sérieusement du monde. Si tu as accès à tes lacets, tu pourrais te pendre avec. OK, wow! Je sens qu'on va avoir beaucoup de plaisir ici. Je me permets un conseil. Si tu arrives chez quelqu'un et qu'on te demande de donner tes lacets parce que tu pourrais te pendre avec, va-t'en, ça sera pas une belle soirée. La porte de ma cellule n'a pas de poignée à l'intérieur. Pas très feng shui, mais par contre, elle a une fenêtre, un petit carré d'à peu près 9 pouces par 9 pouces de verre renforcé. Mais contrairement à la plupart des fenêtres, elle n'est pas faite pour regarder à l'extérieur. Anyway, il n'y a rien à voir de l'autre côté de cette fenêtre-là, sauf si tu tripes sur les corridors fucking déprimants. Non, ça c'est une fenêtre pour regarder à l'intérieur de la chambre. La preuve, c'est qu'il y a un petit rideau devant. Mais le rideau est à l'extérieur de la porte. Donc c'est la personne qui est dehors qui décide si tu as de l'intimité ou non. Un peu comme au zoo, finalement. Toutes les nuits, à chaque heure, le gardien de nuit va faire sa ronde et toutes les nuits, à chaque heure, il va tasser le petit rideau devant ta fenêtre puis le faisceau de sa lampe de poche va illuminer ton visage pour vérifier que tu es encore là. Toutes les nuits, à chaque heure, tu vas te réveiller en constatant avec effroi qu'effectivement, tu es encore là. Au départ, il y a une panique de se faire retenir de force quelque part. Le cœur bat vite, la respiration est difficile. Imaginez être embarré dans une pièce grande comme une toilette. Puis vous avez beau crier, puis demander qu'on vous laisse sortir, ça arrivera pas. Ça arrive jamais. C'est pas parce qu'on vous entend pas, au contraire, on vous entend très bien. On veut juste pas vous laisser sortir. La première conséquence de ça, c'est que le lien de confiance avec les autres est rompu. Quand tu cries à l'aide et que personne vient t'aider, c'est difficile de ne pas transformer cette injustice-là en colère et cette colère-là en violence. C'est assez bien résumé par cette phrase, tirée d'un document de l'UNICEF sur les enfants migrants en détention en France. Dans le centre de rétention, on bascule dans l'autoritarisme, car on est alors physiquement obligé et retenu, on est maintenu en milieu fermé par la force. Cela entraîne un tournant psychique, les enfants deviennent de fait plus violents car ils ont vu la violence être légitimée. Il y a beaucoup de violence au centre jeunesse, des jeunes qui se désorganisent. Ça, c'est le terme clinique pour péter une coche. Hurler comme un perdu, se péter la tête ses murs, s'automutiler, se battre, name it. La violence est beaucoup dirigée envers les autres jeunes ou envers soi-même. C'est pas un hasard. C'est que, voyez-vous, la violence institutionnelle, elle en a pas de visage. Fait que c'est pas possible de fesser dedans. Évidemment, il y a un grand sentiment d'injustice qui s'installe. Tu te dis, j'ai pas tué personne, de quel droit on me garde ici contre mon gré? C'est une pilule qui est dure à avaler.
Et c'est là que tu réalises que l'État se réserve des droits qui sont habituellement considérés comme des crimes. Kidnapping, séquestration, torture psychologique. T'as pas le droit de faire ça chez vous, mais en prison, c'est légal. En prison, c'est normal. Les 3 premiers mois, je vais les passer dans une unité fermée. Dans les prisons pour enfants, il y a des unités fermées et des unités ouvertes. La différence, c'est le niveau de carcéralité offert. En ouvert, tu as le forfait de base et en fermé, tu as les données carcérales illimitées. Juste pour donner une petite idée du contexte d'une unité fermée, voici une liste de consignes et de règlements qui régissent le quotidien de tout le monde. Tu n'es jamais libre de tes déplacements. Okay? Tu dois demander pour aller aux toilettes, pour aller dehors, pour aller dans la cuisine, pour aller partout. Tu ne peux pas faire 15 pas dans une direction sans demander la permission. À chaque fois que le groupe se déplace, on fait ce qu'on appelle une transition. C'est-à-dire qu'on se met tous en ligne, en silence, et quand les éducateurs sont satisfaits, on transitionne. Vers les chambres, vers la cuisine, vers le gymnase, vers dehors. Des transitions, t'en vis 200 par jour. Ce mot-là est imprimé dans mon inconscient pour toujours. 25 ans plus tard, quand je mets mon manteau pour aller au dépanneur, dans ma tête, j'entends « transition ». Les ustensiles dans la cuisine sont numérotés comme nos portes de chambre. Et s'il en manque un, l'unité au complet est mise en lockdown pendant plusieurs jours. C'est arrivé à plusieurs reprises. La plupart du temps, il y a un couteau qui était tombé entre le four et le mur ou quelqu'un avait jeté sa fourchette par accident en même temps que le pain de viande de la cafétéria. Mais tant qu'on la trouve pas, on reste dans nos chambres. Si t'es pas dans ta chambre, tu ne dois jamais être à plus que 15 pieds d'un éducateur. Ils doivent toujours pouvoir t'entendre parler. Si tu parles à quelqu'un sans qu'on puisse t'entendre, peu importe ce que tu étais en train de dire, c'est retrait automatique. Qu'est-ce que c'est un retrait? Un retrait, c'est littéralement un va dans ta chambre étatique. Tu peux rester là quelques heures jusqu'à des jours, dépendamment de ce que tu as fait et de ton attitude par la suite. Si tu te désorganises assez fort et que le retrait dans ta chambre n'est pas assez, ils peuvent aussi te mettre en isolation, dans une cellule spéciale faite en matelas, pas de fenêtre. Vous connaissez Matelas Bonheur? Faites maintenant la connaissance de son frère Evil, Matelas Malheur. Dans mon temps, il y avait 2 cellules d'isolement au centre jeunesse de Saint-Hyacinthe. Je sais pas si elles sont encore là, mais je gagerais que oui, puis je suis pas très gambler. Quand on se désorganisait trop au goût des éducateurs, c'est là qu'on nous envoyait réfléchir. En gros, c'est un cube, pas de fenêtre, fait en coussin. Une boîte molle. Avant de t'enfermer là-dedans, on t'enlève tout ton linge qu'on t'échange contre une robe de chambre pas de ceinture. Pourquoi pas de ceinture? Ben oui, pour pas que tu te pendes avec. Non, Chris, ça commence à sonner comme un défi, leur affaire. On te laisse là le temps que ça prend pour te briser, et je te dirais que ça prend rarement plus que 24 heures. Là-dessus, j'aimerais vous citer l'Association pour la prévention de la torture. L'isolement cellulaire peut constituer un traitement cruel, inhumain ou dégradant, voire un acte de torture selon les circonstances. Les enfants, les personnes souffrant de troubles mentaux et les femmes enceintes, allaitantes ou détenues avec leurs enfants ne doivent jamais être soumis à cette forme d'isolement. Maintenant, écoutons l'Association médicale mondiale. La pratique de l'isolement expose les enfants et les jeunes qui se trouvent à un stade crucial de leur développement, tant sur le plan social que psychologique et neurologique, à de graves risques de troubles mentaux et physiques à long terme. Les dangers de l'isolement pour les enfants et les jeunes font l'objet d'un consensus international croissant. Aussi, certaines juridictions ont-elles complètement aboli cette pratique. Donc, en gros, au Québec, on fait complètement fi du consensus médical international et on met des enfants en isolement. Parce que, hey, qu'est-ce qu'on est censé faire d'autre? Je sais pas, n'importe quoi, les glissades d'eau. Juste vous dire, moi, je suis allé en isolement et c'est quelque chose qui m'a changé pour toujours. C'est quoi, tu penses, je suis le même pour le fun? Quel est votre plus mauvais souvenir d'enfance? Il y a 1000 autres exemples que je pourrais vous donner. Tout est un exemple. Je passerai pas la journée là-dessus, mais peut-être un dernier pour vous montrer à quel point l'état d'exception, c'est un serpent qui te mange la tête. C'est une des affaires que j'ai trouvées les plus ahurissantes, ou comme les jeunes disent, whack as fuck. OK, je me rappelle le premier soir, vers 20h, on monte à nos chambres et on a 1 heure pour prendre nos douches et se préparer à se coucher. Et là, pendant cette heure-là, il y a un éducateur qui vient me voir dans ma chambre et qui me dit « Voici ta note pour la journée. » Ma note? Ma note de quoi? C'était ma note de vie. On notait ma vie jour par jour. Le matin, là, tu pars à 100 et chaque petite chose que tu fais de pas correct,
te fait perdre des points. Je pense que la première journée, j'ai eu 80%. Genre, j'ai sacré une couple de fois puis j'ai fait une joke de drogue. Fait que j'ai perdu des points. Et là, je suis comme, OK, mais ça fait quoi ça, à part être le jeu le plus malsain du monde? Y a-t-il un examen à la fin? Puis si j'ai moins que 60%, vous m'enterrez dans le jardin? Non, pas du tout. Au contraire, si je fais bien, comme par exemple maintenir une moyenne en haut de 80% pendant plusieurs semaines, je vais avoir droit, éventuellement, à des privilèges. Wow! Oh! Des privilèges? Tell me more. I was né un homme blanc. J'adore les privilèges. What kind of privilèges? Attache ta nuque, mon chum. Si tu arrives à maintenir une moyenne de 80% pendant un mois, tu pourrais avoir accès au privilège de descendre avant tout le monde le matin et de mettre la table pour le déjeuner. Wow! Tout un bonus! Hey, je peux-tu te le dire que j'ai continué de sacrer, tabarnak? T'as mettras tout seul ta table, j'étais en prison au calice, crissez-moi patience. Fait que anyway, j'ai passé 3 mois dans cet endroit-là que je qualifierais d'enfer. C'est comme habiter avec plein de psychologues qui te suivent pas à pas et qui te soulignent tout ce que tu fais de pas correct. Fais pas ci, fais pas ça, dis pas ça de même, assis-toi mieux. Ça rend cinglé. Imagine être chez le psychologue 24 heures sur 24. Hey, tu fais 1 heure par semaine puis tu sors de là brûlé. Imagine si ton psychologue te suivait partout puis qu'en plus, il y avait un pouvoir punitif sur toi. Le psychologue policier, toi chose. Un cauchemar. Je peux pas mettre assez d'emphase sur comment j'ai tout détesté. Chaque minute durait 3 jours. Psychologiquement, c'était taxant. Je jonglais avec des idées suicidaires. Heureusement, j'avais pas mes lacets. Bien joué! J'étais en état d'alerte maximale permanent. Je dormais très peu, je mangeais pas beaucoup. Tous mes instants étaient au mieux une torture d'ennui répétitif et au pire un enfer de peur et de violence. Finalement, après 90 jours en unité fermée, pendant lesquels j'ai tué personne avec mes lacets, incluant moi-même, la DPJ a jugé qu'effectivement, je représentais pas un danger pour personne et ils m'ont gracieusement transféré dans une unité ouverte. Fait que j'ai remballé mon déo puis mes bobettes dans un sac de vidange puis j'ai traversé le long corridor du centre jusqu'à une autre unité pratiquement identique, mais avec 12 nouveaux jeunes et un niveau moins élevé de carcéralité. Par exemple, la porte de ma chambre était débarrée maintenant. Il n'y avait plus de clôture de barbelés dehors. Mais j'avais pas plus le droit de m'en aller. Maintenant, la prison était rendue dans ma tête. J'ai passé 9 mois en unité ouverte. Avec les 3 mois enfermés, ça a été la plus longue année de ma vie et de loin. Je vous raconterai pas tout, évidemment, même si je voulais, je pense que j'ai volontairement essayé d'en oublier une grosse partie. Mais j'ai envie de vous raconter une affaire. La pire soirée que j'ai vécue de toute ma vie. 15 novembre 2022. Je m'assois à mon siège dans la salle L'Étoile du 10-30. Les lumières se tamisent et Guy Nantel entre en scène. Non, attends, là, qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Oh, ça, c'est la 2e pire soirée de ma vie. Mes papiers sont tous à l'envers. Hey, excusez, là. Tabarouette, c'est gênant. OK, je recommence. Le 24 décembre 1999. Je suis encore en prison, mais Noël, c'est spécial. Parce que peu importe pourquoi t'es là, que tu sois en ouvert ou enfermé, la plupart des jeunes sortent pour Noël. Fait que début décembre, on s'assoit avec mon éducateur et ma travailleuse sociale et on regarde c'est quoi mes perspectives pour le temps des fêtes. Mes parents acceptent que je sorte pour aller dans la famille à Noël, mais ils veulent absolument que je retourne dormir chez eux. Moi, j'ai pas envie d'aller chez eux. Je suis fâché contre mes parents. Ils m'ont mis en prison, fait que non merci. Mais on me dit, regarde Philippe, c'est non négociable. C'est soit ça ou tu restes au centre à Noël. Fait que moi, complètement dans l'esprit des fêtes, j'ai dit « fuck you, mangez de la merde ». Donc le matin du 24 décembre, l'unité est presque vide. Les quelques jeunes qui sont pas déjà partis dans leur famille le font et je me retrouve seul avec l'éducatrice. Je m'en rappelle pas mal bien de cette journée-là. C'est Lynn qui était de garde. Lynn, c'était une bonne éducatrice. Il y en avait des bons, il y en avait des moins bons. Lynn, c'était une de mes préférées. Cette journée-là, elle m'a amené au centre d'achat et elle m'a dit de me choisir un cadeau. Je suis rentré au magasin de musique, j'ai choisi 2 CD, l'album All Dress de Plume la Traverse puis l'album New Adventures in Hi-Fi de R.E.M. J'étais pas capable de choisir, mais Lynn m'a dit que c'était correct. Je pouvais prendre les 2. Puis je suis pas mal sûr qu'elle les a payés de sa poche. Les pauvres n'ont pas d'argent. Les pauvres sont malades tout le temps.
On est revenu au centre avec mes cadeaux. Le soleil de fin d'après-midi de décembre descendait déjà derrière les immeubles. Les rues étaient presque désertes. La plupart des gens étaient déjà en famille, j'imagine. On a joué aux cartes un peu. Je l'ai vu dans les yeux de Lynn que ma situation y faisait de la peine. Je pense que c'est la première fois que je chantais ça chez un adulte. Elle est restée le plus longtemps qu'elle pouvait. Mais rendue autour de 17h30, elle m'a dit « Écoute, je suis désolé Philippe, mais il faut vraiment que j'y aille. Je reçois la famille chez nous ce soir, puis je suis déjà en retard. » Fait que j'ai répondu « C'est correct, Lynn. C'est juste une autre journée. » J'ai menti. Lynn est partie. Je suis resté à l'unité tout seul avec un gardien de nuit. Je me sentais mal pour lui, là. Si c'était pas de moi, il serait sûrement avec sa famille, lui aussi. Il m'a dit « Sois pas désolé, c'est pas de ta faute. » On a soupé ensemble. Du poulet réchauffé avec des fèves vertes. Puis après, il m'a dit « Mets ton manteau, on sort. » Ça m'a surpris quand même parce qu'on sortait jamais du centre sans les éducateurs. On a marché jusqu'au dépanneur ensemble. Il a acheté 4 grosses canettes de Bleu Dry qu'il a payé avec un billet de 20$. On est revenu à l'unité à pied. Il faisait froid. Quand on est arrivé, il a mis le sac sur la table puis il a sorti les 4 bières. Il m'en a donné 2. Les 2 autres étaient pour lui. J'ai dit merci. Il m'a fait signe de le suivre jusque dans le bureau. Il a sorti ses clés puis il a débarré le tiroir de pornographie parce que, ouais, il y avait un tiroir de pornographie confisqué dans le bureau des éducateurs. Une collection assez impressionnante, dois-je dire. Puis il m'a dit, regarde, je monte en haut pour 2 heures, fais ce que tu veux, mais fais pas de problème, s'il te plaît. J'ai fait oui de la tête. Il est monté à l'étage avec ses 2 bières, puis pour la première fois en 6 mois, j'étais complètement seul sans être embarré dans ma chambre. Je me suis installé dans le salon. J'ai calé ma première bière puis j'ai mis un film porno. Joyeux Noël, Yoko. Joyeux Noël, Philippe. C'est trash, hein? Ben, c'est ça. C'est ma vie. C'est un morceau de ma vie, ça. Je pense que j'avais jamais raconté ça à personne. C'est comme honteux. C'est un moment qui me hante et qui me honte. On ne sait pas quels instants de nos vies vont rester avec nous puis lesquels vont disparaître. Je veux dire, je me rappelle pas de tous mes Noëls, quelques-uns peut-être. Puis encore là, je pense que j'ai mélangé tout ensemble, mais celui-là, c'est pas tant que je me rappelle de tous les détails, mais je peux instantanément retourner dans l'énergie de cette soirée-là. Le vide sidéral, flotter tout seul dans les limbes. Le sentiment d'être abandonné pendant que le monde entier danse autour d'un arbre illuminé. Je m'en crisse de Noël, OK? Pour vrai, je m'en crisse. C'est une fête commerciale débile pour vendre des télés. Mais je vais vous dire de quoi, il n'y a rien de pire qu'être tout seul à Noël. Parce qu'on se sent jamais plus tout seul que quand on a l'impression d'être tout seul à être tout seul. Puis Noël, c'est ça. C'est du monde ensemble, du monde qui s'aime, du monde qui rit, qui se donne des cadeaux. Ça m'a pris des années à faire la paix avec ça. Puis encore aujourd'hui, même si j'arrive à mieux le vivre, à tous les Noëls, je suis pas capable de pas penser au monde tout seul, au monde en rue, à ceux qui ont personne puis nulle part où aller, aux jeunes en prison. Je le sais que c'est une soirée difficile pour eux autres parce que je l'ai vécu. Puis j'ai aucune idée de comment on est censé être heureux quand on le sait que d'autres le sont pas du tout. Si vous avez des infos là-dessus, prière de m'écrire en privé les sociopathes. Quand j'ai eu 18 ans, après 11 mois et 3 semaines en détention, on m'a enfin laissé sortir. Presque 25 ans plus tard, je deal encore avec les conséquences de tout ça. Ça m'a changé, ça m'a traumatisé, j'imagine. Ça a fait de moi quelqu'un d'extrêmement anxieux, qui a de la difficulté à faire confiance aux autres. Puis ce que je trouve tough dans tout ça, c'est que moi, je suis un des chanceux. J'ai passé juste 1 an en prison pour enfants de 17 à 18 ans. Puis même si j'ai trouvé ça super difficile comme épreuve, je le sais que c'est rien à côté du parcours de certains. Il y a des jeunes qui sont là pendant des années. Il y en a qui arrivent pas mal plus jeunes aussi. Je peux pas imaginer ça aurait été quoi de vivre ça à l'âge de 14 ans. Je suis pas là pour raconter l'histoire des autres, mais je pense que vous avez besoin de savoir ça pour comprendre ce qui se passe dans ces endroits-là. Dans mon unité ouverte, il y avait un petit gars de 14 ans qui portait une couche. Il faisait souvent caca dans ses culottes, fait qu'il portait une couche. Vous pouvez vous imaginer comment il était traité au sein d'un groupe de jeunes bums en prison. Un jour, les éducateurs sont venus nous voir pour nous expliquer quelque chose. Ce jeune-là, ses parents le battaient puis l'attachaient dans le garde-robe sans le laisser sortir pendant des jours. Fait qu'il avait 14 ans puis il portait une couche parce qu'il avait jamais appris à utiliser les toilettes. Il était trop traumatisé pour une famille d'accueil, trop de troubles pour un foyer de groupe. Fait qu'il était en prison avec nous. Je sais pas pour vous, là, mais ça, je trouve ça épouvantable. Que le monde soit pas capable d'avoir de l'empathie pour moi qui prenais de la drogue puis qui faisait du trouble, fine. Mais lui, pourquoi il était là, lui?
C'est ça la justice qu'on offre aux enfants victimes de crimes horribles? Y a vraiment pas de quoi être fier, là. Fait quoi? Je vais vous le dire, je me sens mal de souffrir autant de ce que j'ai vécu. Comme si c'était pas assez grave, pas assez terrible, parce que d'autres l'ont eu pire. Fait que pourquoi je vous raconte tout ça dans le fond? C'est pas pour faire pitié. Je veux dire, tant mieux si vous avez de l'empathie pour moi. C'est une bonne idée d'essayer d'en avoir en général. Mais il est trop tard, là. Il est trop tard pour moi. En fait, il est trop tard pour tous les anciens placés de la DPJ. Le mal est fait, puis on peut pas retourner en arrière puis changer ça. Sauf que le problème, là, c'est qu'il y en a encore des jeunes en prison aujourd'hui, puis tu peux être certain qu'il va en avoir une gang qui vont passer Noël tout seul encore cette année. Avant de faire l'épisode, je me disais, il y a personne qui parle de ça. Faudrait bien que je le fasse, que je raconte mon histoire, même si c'est pas la pire. Peut-être que ça va toucher quelqu'un, puis que vous allez réaliser que ce système-là a pas de bon sens. C'était ça mon idée. Mais comme 9 fois sur 10, quand un gars pense avoir une idée, il y a déjà une femme qui l'a faite bien avant. C'est Jade qui m'a parlé de Jessica. Jessica, comme moi, est passée par la prison pour enfants. Je vous invite tout d'abord à l'écouter nous raconter son parcours. Oui, ben moi, en fait, ça a commencé par un placement volontaire. Donc, ma mère qui a demandé mon placement. Au départ, on était suivis là, avec les services de la L4S, là, la loi des services de santé et services sociaux. Donc, on avait un travailleur social qui venait à la maison, qui nous rencontrait. Puis, ben, à un moment donné, ma mère est un peu épuisée. Elle vivait, j'ai appris par la suite qu'elle vivait aussi d'autres choses en dehors de notre relation mère et fille. En tant que mère monoparentale et autres, elle vivait différentes choses, différents défis. Donc, moi, j'avais aussi des problèmes de comportement, comme ils aiment bien appeler ça. Donc, l'école me renvoyait souvent. J'avais des problèmes de comportement à l'école parce que j'étais en réaction, en fait, à ce que je vivais chez mon père. J'étais témoin d'une violence conjugale de la part de ma belle-mère sur mon père. Okay. Donc, ça me faisait réagir. Ma mère, à bout de ressources, à bout de souffle, a décidé de demander mon placement. Donc, j'ai été placée au départ dans une première famille d'accueil pendant à peu près 1 mois et demi. Jusqu'à temps que, bon, la famille d'accueil décide de me sortir de là pour m'envoyer. À l'époque, il y avait ce qu'on appelle les familles d'accueil de réadaptation. Okay. Donc, c'était un des 2 parents là, d'accueil qui devait avoir une formation en intervention, là, de ce que j'ai compris. Donc, moi, en l'occurrence, c'était le monsieur qui était éducateur en centre jeunesse, qui avait une famille d'accueil. Donc, je suis allée vivre là pendant 1 an et demi de temps. Ça a super bien été, je me suis épanouie, il y avait d'autres enfants aussi de mon âge. C'est sûr que j'ai été déracinée, j'étais pas du tout dans le même quartier, là, j'étais très loin. Okay. Puis j'avais aussi dû changer d'école. Puis après, ben, ils ont décidé de me retourner à la maison parce que ça allait mieux de mon côté. Mais ça a pris moins d'1 an, je te dirais 10 mois là, avant que ma mère là, redemande mon placement. Parce que ça avait pas, on n'avait pas travaillé ensemble sur les problématiques. Donc, ils m'ont retourné en placement, puis comme ça, là, j'ai vécu là, des placements jusqu'à l'âge de 17 ans et demi, 7 ans 3/4, dans une vingtaine d'endroits au total, là, puis j'ai fait 3 tentatives de retour à la maison. Fait que c'est pas mal ça mon histoire, je te dirais, là. Par la suite, à 16 ans, je me suis opposée au placement. Parce que j'étais tannée qu'ils fassent le ping-pong. Et là, j'ai eu un placement ordonné à majorité à ce moment-là. Puis à 17 ans et 3/4, ils m'ont donné mon émancipation. J'ai pu partir en appartement à ma demande. J'écoute Jessica parler, puis encore, je trouve que je l'ai pas eu si pire. Je peux pas imaginer avoir passé plusieurs années de mon adolescence dans le système. Charroyé d'un bord puis de l'autre de même, me semble, c'est pas normal que ça arrive si souvent. Ben, je vais t'avouer que moi, il y avait quelque chose que je trouvais bien le fun là-dedans, c'était de vivre en groupe, tu sais, d'avoir des activités, puis tout. Ça, je trouvais ça quand même intéressant, mais sérieusement, là, tu sais, c'est juste le petit beau côté des choses. Ouais. Parce qu'il y en a pas beaucoup d'autres, tu sais. Moi, j'aimais ça nager, puis faire du sport, fait que on avait accès à des installations sportives, des piscines, puis tout, quand on était au centre jeunesse. Fait que, tu sais, ça, c'est un côté que j'aimais ça, vivre en communauté, puis tout, je suis une fille de groupe, tu sais. Mais le sentiment de pas avoir de liberté, d'être en prison, de pas avoir de pouvoir sur sa vie, que tout est décidé pour toi, je me faisais mettre en silence si j'avais des conséquences
Tu sais, par exemple, on oublie notre agenda pour l'école à l'interne pour qu'ils nous cochent comment ça a été notre journée. Ben, si j'avais le malheur de l'oublier ou d'oublier les espadrilles pour l'école, whatever, ils vont te mettre une demi-heure en retrait. Puis nous, nos retraits, ben, c'était en silence, dans notre cadre de porte ou sur la table en demi-lune dans le corridor. Puis on faisait ça en silence, pas le droit de papier, pas le droit de crayon. Si on s'endort, on recommence. Puis si on n'a pas fini notre temps parce que ça s'accumule, des fois on pouvait se ramasser des 1h30, 2 heures de retrait par jour. Ben là, à ce moment-là, on était en silence dans les déplacements, on était en proximité proche de l'intervenant, puis on n'avait pas le droit de parler pendant les repas. On était obligé de participer quand même généralement aux activités obligatoires, genre le sport ou des choses comme ça. Mais le reste du temps, même pendant les douches, on reprenait notre temps de réflexion, assis sur notre chaise dans le cadre de porte. Fait que tu sais, c'est pas des approches que j'ai trouvé qui étaient adaptées ou ce que on n'a jamais abordé avec moi ce que j'avais vécu auprès de mes parents. On s'est toujours attardé à mes comportements, à les juger, à les critiquer, puis à essayer de me dompter, tu sais, dans le fond, pour que je rentre dans un moule de normes sociales auxquelles on s'attend, tu sais. C'est sûr que, tu sais, j'ai dû me construire par rapport à ça, ou il y a des fois où j'ai dû me conformer. La plupart du temps, je me suis conformée, mais en sachant quand même la propre identité que j'avais, tu sais. Mais c'est toujours des paradoxes qu'on vit, tu sais, je pense. Dirais-tu que ça t'affecte encore aujourd'hui, tout ça? Ben, je pense que j'ai accepté d'avoir vécu tout ça, tu sais. J'ai fait le deuil de bien des choses. Tu sais, il y a beaucoup de jeunes qui parlent du deuil de la jeunesse, l'impression de ne pas avoir eu de jeunesse, tu sais. Ben, après, tu sais, il y a bien des affaires, je pensais qu'ils étaient complètement guéris, puis ça m'a rattrapé à l'âge adulte, à 25, 26 ans, quand j'ai eu une expérience, moi, c'était une expérience de rénovation dans une maison, puis mon père a dû partir, et j'ai revécu un sentiment d'abandon, là, comme quand j'étais tout petite, c'était un peu spécial. Puis je me suis même étonnée moi-même de ressentir ça, je pensais que c'était guéri, fait que, tu sais, je pense que des fois, il arrive des moments où tu peux revivre certaines choses. Je pense que c'est juste de le vivre, puis de le laisser passer, puis de l'accepter, en fait. Fait que oui, je pense que ça m'affecte toujours, mais que je suis capable de gérer puis de vivre avec aussi. En 2022, Jessica a fondé le collectif Ex-Placé de la DPJ, un organisme qui présente sa mission ainsi: mettre en lumière et rendre public les enjeux criants rencontrés par les enfants de la DPJ et les jeunes issus des centres jeunesse du Québec. Elle co-anime aussi un podcast qui s'appelle Confessions de Petit Christ, dans lequel elle reçoit des témoignages d'anciens jeunes de la DPJ. Il y a 41 épisodes disponibles sur Spotify. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller en écouter. C'est des gens qui font exactement ce que moi j'ai fait aujourd'hui. Ils vous racontent leurs histoires. Ben, en fait, c'est l'idée de ma collègue Maggie Durand qui co-anime avec moi. Ouais. Elle voulait vraiment partir ce projet-là, mais bon, comme les deux, on n'avait jamais vraiment fait ça, bon, on s'est dit, ben pourquoi pas, on va le faire ensemble, on va s'entraider. L'idée, c'était vraiment d'offrir une place d'expression, un safe space aux jeunes pour qu'ils s'expriment sur leur vécu, parce que bon, la plupart du temps, on n'a pas cette chance-là, cette opportunité-là de s'exprimer. On se fait souvent imposer le fait de raconter notre histoire. Il y a plusieurs jeunes qui disent, moi, l'instabilité, les changements d'intervenants, toujours obligé de raconter mon histoire, ça m'énerve. Ben, en même temps, les jeunes nous disent, ben moi, ça me fait du bien aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui m'écoute pour ce que j'ai à dire, puis pas ce qu'ils veulent entendre aussi. Donc, d'avoir cette place-là, ça permet, je pense, à plusieurs personnes de mieux comprendre, d'avoir une autre perspective, puis d'entendre d'autres vécus qui peuvent résonner en eux aussi. Donc, je pense que, en toute humilité, je pense qu'il y a des vertus quand même thérapeutiques qu'on pourrait retrouver à ce podcast-là, je pense. En même temps, des situations, des histoires qui sont vraiment très difficiles. On essaie toujours de porter un message d'espoir puis de se dire que malgré tout, on peut réussir puis on peut faire tout ce qu'on veut dans la vie, tu sais. Mais je trouve ça bien que, comme la volonté au début de votre projet, c'était justement centré autour de l'expérience
des gens qui ont ce vécu-là, c'est-à-dire de leur offrir un safe space et de pouvoir parler. Est-ce que de l'autre côté, il y avait aussi une volonté peut-être de mettre plus de témoignages de l'avant pour le public? Ben oui, c'est sûr que notre objectif, c'est oui de sensibiliser la population générale, de permettre aux jeunes aussi que ça résonne chez eux, puis peut-être, moi je crois que ça peut ouvrir des dialogues, justement, tu sais, on a sorti des extraits aussi, des fois, on dit toujours un intervenant qui écoute un extrait avec un jeune, puis après il échange, ça peut ouvrir plus facilement le dialogue parfois. Je voulais juste savoir aussi, est-ce que ça t'inquiète de voir le nombre de signalements qui augmente comme considérablement dans les dernières années? Tu sais, l'augmentation des signalements, je pense que oui, ça me fait peur parce que c'est sûr que c'est un indicateur d'un mal-être de notre société, mais je pense qu'il y a d'autres choses, tu sais, en dessous de ça, comme j'expliquais. Puis tu sais, on voit aussi beaucoup de maltraitance, négligence intergénérationnelle. Fait que tu sais, qu'est-ce qu'on fait dans nos services pour soutenir les jeunes, pour qu'ils se rétablissent, puis de briser ce cycle-là aussi. Ouais. On retire des enfants de milieux négligents pour les envoyer dans une institution négligente. Ouais. Il y a de la violence institutionnelle, on n'en parle pas. J'ai des jeunes qui sont placés, qui n'ont pas de contact avec leurs parents. C'est pas normal s'ils le demandent puis que c'est dans leur intérêt que ça leur soit pas permis. J'ai des jeunes qui sont placés dans des centres jeunesse qui n'ont même pas de fenêtre du tout. C'est pas normal. Genre, j'ai des jeunes qui vivent dans des centres jeunesse qui sont tellement désuets qu'ils se douchent à l'eau froide. Aïe, aïe. C'est de la négligence institutionnelle. Je veux dire, quand on portionne tes repas, qu'on t'empêche de manger à ta faim parce qu'on a coupé des budgets puis que c'est ça qu'on a donné, puis que les jeunes qui vont à l'école à l'externe à l'heure du dîner, des fois, ils ont même pas de lunch à s'emmener parce qu'il y a plus rien dans le garde-manger. C'est des choses que j'ai vues en tant que stagiaire dans les centres jeunesse quand j'ai fait ma formation en psycho-web. Le portrait qui est peint par Jessica est pas très encourageant. Mais au moins, je me sens compris quand je l'écoute. Je pense que c'est ça le plus grand bénéfice de partager son histoire. Ça permet à d'autres qui ont vécu la même chose de se reconnaître puis de se dire « Coudon, je suis pas fou dans le fond. Me passerais-tu tes lacets? » Just kidding! On peut plus rire de rien. Hey! Bloc 4. L'adolescent. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont refouler puis que ça va être un fardeau, une honte. Moi, j'essaie toujours de dire que je transforme ça en fierté, en fait, de me dire que si je suis passée par là, ça n'a pas toujours été facile. Je dois en être fière d'avoir traversé tout ça et d'être la personne que je suis devenue aujourd'hui, parce que si j'ai vécu tout ça, ça me permet aujourd'hui d'aider les autres puis d'éviter que des situations comme la mienne ou comme celle de mes pères arrivent à d'autres jeunes dans le futur. Avant de terminer, j'aimerais ça vous avouer que ça a été un épisode particulièrement difficile à enregistrer pour moi. J'avais jamais raconté cette histoire-là au complet à personne, même pas à moi-même. Ça m'a fait réaliser que même pour moi, cette année-là de ma vie est fragmentée dans ma tête. Il y a des trucs que j'avais enterrés, il y a des morceaux que j'avais oubliés qui me sont revenus en me plongeant là-dedans. Ça fait 2 mois que je suis deep down dans la DPJ, la prison pour enfants, mon histoire. C'était pas un super plan anti-dépression saisonnière. Mais ça m'a fait réaliser bien des affaires, puis pas juste à propos de moi. C'est difficile de témoigner à propos de quelque chose qui nous a fait mal. Puis on n'arrête pas de répéter à tout le monde qu'il faut en parler. Ben oui, c'est sûr, il faut en parler. Mais c'est pas facile. De un, ça te replonge dans ta blessure, puis déjà que ça c'est difficile, là en plus, il faut que tu le fasses devant tout le monde. Ça rend vulnérable. C'est comme être tout nu au centre d'achat. Puis les autres, là, sont pas toujours réceptifs en plus. Ils vont pas toujours être empathiques. Il y a des gens qui vont pas te croire, ou qui vont minimiser, ou remettre en doute, ou même rire de toi. Mais l'affaire, c'est que je m'en crisse. Je le sais déjà ce que vous pensez de moi depuis longtemps.
parce que vous m'avez mis en prison. Puis là, je vais dire quelque chose de controversé, même si je peux pas croire que c'est controversé. Mais la prison, c'est un châtiment qu'on devrait utiliser avec beaucoup plus de discernement. Tant qu'à moi, il n'y a aucun crime non violent qui devrait être puni comme ça. Puis il n'y a surtout aucun enfant qui devrait subir ça, jamais. D'ailleurs, vous connaissez sûrement le proverbe africain « Ça prend tout un village pour élever un enfant ». Il est bon ce proverbe-là. Il a fait son chemin, c'est un proverbe superstar. Mais j'en ai un autre pour vous, moins connu et très à propos. L'enfant qui n'est pas embrassé par le village le brûlera pour sentir sa chaleur. C'est pas des menaces, là. C'est un proverbe. L'année passée, mon ami Jean-François m'a prêté sa Nintendo Switch. Puis sur sa Switch, il y a un émulateur de Nintendo 64 avec plein de jeux classiques. Ça m'a permis de faire quelque chose que j'avais laissé traîner trop longtemps. J'ai finalement terminé Mario Golf. Ça aura pris 24 ans. Du sous-sol de chez Dave à mon salon dans Rosemont. 24 ans. Ça a peut-être l'air ridicule, mais ça m'a fait du bien. C'est comme si je retournais en arrière dans le passé pour boucler des boucles. Puis inquiétez-vous pas, il m'en reste encore des boucles à boucler. Puis pas toutes aussi concrètes que Mario Golf, malheureusement. Christ que j'aimerais ça que ma thérapie, ça soit fini tous les jeux de Nintendo 64, puis après ça, tu vas être heureux pour toujours. Alright, Sigmund, mais Star Fox, faut que je délègue mes traumas. Slippy's here! Do something! Enemy ahead! Relax, Slippy. Je fais mon possible. C'est total pour moi. Merci d'avoir pris le temps d'écouter un idiot. Qu'est-ce qui se passe? L'épisode est terminé, là, c'est ça, c'est le temps des remerciements. Alors, tout d'abord, merci à moi-même. Très beau témoignage, Philippe. Merci, Philippe. Bienvenue, Philippe. Après ça, merci à mon ami Dave d'avoir accepté de répondre à des questions à propos de moi, finalement. Encore une fois, merci à Jade Bourdage, qui était peut-être moins présente dans le résultat de l'épisode 3, mais tout autant dans la réflexion. Merci aussi à Jessica Côté-Guimont. Allez écouter son podcast, Confession de Petit Christ, c'est vraiment bon. Merci à Julien, comme d'habitude. On n'y arriverait pas sans toi, Julien. Ça serait pourri, ce show-là. Pourri! Aussi, un gros merci à Mario Golf. Cet épisode était, comme d'habitude, une présentation de tous nos abonnés Patreon et spécifiquement nos Totals Idiots. J'ai oublié 3 personnes la dernière fois que j'ai fait les remerciements. Pas fort, Philippe, je le sais. Et je m'en excuse aux personnes concernées. Je vais d'ailleurs commencer avec vous aujourd'hui. Alors, premièrement, merci Eat the Rich. I'm sorry I forgot your name and I'm very d'accord with your name. Ensuite, merci à Michael Archibald L. Montserrat-Guérette. Michael, je m'excuse. Et je me permets de demander, c'est quoi le L? Rendu là, je veux savoir c'est quoi le L. Inbox, s'il vous plaît. Et dernièrement, merci Zoli Hugo. Je t'ai aussi oublié la dernière fois. Et pour me faire pardonner, je vais faire une minute de silence pour toi, mais Julien va la couper au montage. Mais je l'ai fait, là. C'est ça l'important. OK, maintenant, les autres. En rafale. Adam B. Bolduc, merci. Alexandre Dubuc, merci. Alexandre Girard, merci. Alexandre Morancy, merci. Alexandre Proux, merci. Alexis Bernard, merci. Anaël Haché, merci. Anthony Savoie, merci. Ben et Joël, merci. Boubou, merci. Carestavi, merci. Caroline Fournier, merci. Chloé Leroux, merci. Christian Bissonnette, merci. Dave A plus 2, merci. David A.B., merci. Dominique Roussy, merci. Enola, merci. Éric Lauzon, merci. Félix-Antoine Jobin, merci. Julien Millette, merci. Jérôme Turmel, merci. Kevin Duchesne, merci. Lenny Marchand, merci. Manon Landry, merci. Marc Lecourt, merci. Marc-Antoine Simard, merci. Marie-Christine Lechat, merci. Martin Donaldson, merci.
Maryse Perron, merci. Mathieu Desjardins, merci. Mathieu Fournier, merci. Maxime Sabourin, merci. Maxime Sauvage, merci. Mel B, merci. Nicolas Gauthier, merci. Oscar Côté-Lapierre, merci. JP Dolby, merci. GSDC, merci. Julie Beauregard, merci. Julien Lemonnier, merci. Simon Giroir, merci. Ski Félix, merci. Sophie Junior Carrier, merci. Sébastien Gilbert Lavoie, merci. De Joe Cassette, merci. Thérésie Rossette, merci. Thierry Mercier, merci. Total Anonyme, merci. Une Marchandise, merci. Vincent Gagnon, merci. William Savard, merci. Xavier Dragoon, merci. Xavier Lachapelle-Roy, merci. Yannick Maltais-Verrette, merci. Jonathan Valcourt, merci. Gabriel Dumontier, merci. Gabriel Lapierre, merci. Guillaume Poudrier, merci. Joli Cœur, merci. Julien Millette, merci. Flavinsky Molotov, merci. Patrick Roy, merci. Philippe Beauchamp, merci. Pierre-Olivier Vallée, merci. Pouine, on dirait que c'est supposé être Poutine, ça, mais il est écrit Pouine. Pouine Alternative Santé. Mais moi, je pense que c'est Poutine Alternative Santé. Merci. Poulet Provo, merci. Pénélope Boutin-Renaud, merci. Roxane Baribeau, merci. Samuel Drolet, merci. Samuel Bravong, merci. Samuel Péloquin, merci. Sébastien Ménard, merci. Sébastien Harpin, merci. Simon Chamberlain, merci. Zoulou Oscar Eco, merci. Jean-Christophe Bellil Pipon, merci. Jean-Mathieu Chénier, merci. Jean-Michel Brassard, merci. Jean-Michel Fillon, merci. Jessie, merci. Jamie Bob, merci. Et John Pelletier, merci. Merci tout le monde. Merci à tous nos abonnés Patreon. C'est grâce à vous qu'on réussit à faire ce show-là et payer notre loyer. Jusqu'à la prochaine fois, je vous dis merci.